on fait pas. Une année, on fait pas. La critique de la réception littéraire analyse comment nos lectures sont tributaires de notre bibliothèque vécue, comme Jean-Marie Goulmot la nomme dans Pratique de la lecture. Je voudrais ici partager ma lecture émerveillée de 20 000 lieues sous les mers, dans lequel j'ai retrouvé certaines fascinations baroques. Ce roman d'aventure et d'anticipation, ancré dans le XIXe siècle positiviste, au cœur des deux révolutions industrielles qui propulsent le monde occidental dans la modernité, exploite les connaissances et techniques de son temps pour en pousser le potentiel dans la fiction jusqu'à des réalisations fabuleuses. Le Nautilus est par exemple l'accomplissement parfait et merveilleux du rêve de se déplacer sous l'eau, milieu pourtant inhabitable pour l'homme. Ce rêve remonterait à l'Antiquité, en passant par Léonard de Vinci, puis Robert Fulton en 1800 et les inventeurs fous de cette première moitié du XIXe siècle qui multiplient les prototypes, auxquels la dénomination du domestique Conseil, tirée de Jean-François Conseil, est un clin d'œil. Jules Verne s'informe, se documente sur les obstacles et les ressources exploitables, observe ses réalisations et en déploie tous les possibles, aboutissant au rêve prométhéen de vivre sous l'eau. Quelle place alors à l'imaginaire dans 20 000 lieues sous les mers ? L'imagination se contenterait-elle de prolonger des avancées technologiques en germe ou n'emmènerait-elle pas bien plus loin dans une logique poétique ? De fait, ce cadre, nourri des sciences de l'époque, constitue le moyen d'une découverte de mondes inconnus qui finissent par échapper aux critères naturalistes et ouvrent à une approche poétique qui trouve d'étonnants échos dans la poésie baroque. Gérard Genette analyse certaines caractéristiques de cette dernière dans Figure 1 en 1966, dans un article dont le titre résume l'idée, l'univers réversible. En s'appuyant sur Moïse Sauvé, idylle héroïque du Sieur de Saint-Amand, composé en 1653, il analyse la récurrence d'une équivalence entre l'oiseau et le poisson, tous deux plongés dans un monde en 3 dimensions, qui, dit-il, échangent leurs attributs. Je cite, « Les nageurs écaillés, ces sagettes que nature empeina d'elles sous l'eau mouvante, empeina signifiant empluma, résonnent avec, je cite, et les hôtes des airs, au plumage divers, volant d'un bord à l'autre, y nagent à l'envers. » Or, ces transferts, courants dans la poésie de l'époque où la mer est métaphorisée en plaine marine et les oiseaux marins en poissons du ciel, apparaissent à plusieurs reprises dans 20 000 lieues sous les mers. Dans les filets du Nautilus, près des côtes de l'Australie, sont pris des pyrapèdes volants, aussitôt métaphorisés en véritables hirondelles sous-marines. Dans la mer des Sargasses, ce sont des poissons volants qui amusent l'équipage, identifiés par le naturaliste comme des trigles milans, dont le nom scientifique mêle déjà poissons et oiseaux, et dont le comportement est décrit avec des images qui n'ont plus rien de scientifique. Je cite, « À bouche lumineuse, la nuit, après avoir tracé des raies de feu dans l'atmosphère, il plongeait dans les eaux sombres comme autant d'étoiles filantes. » Ce mélange des espaces est particulièrement développé lorsque Nemo fait visiter à Aronnax l'Atlantide. Le monde terrestre englouti a conservé ses caractéristiques au fond des abysses. Confronté à une montagne, le professeur est stupéfait de trouver un taillis d'arbres morts sans feuilles, sans sève, arbres minéralisés sous l'action des eaux et que dominaient ça et là des pins gigantesques. Et ce ne sont pas ici des coraux, comme on a pu lire en d'autres endroits. Dans cette forêt engloutie, les poissons volaient de branche en branche, ou se levaient en masse sous nos pas comme des oiseaux surpris dans les hautes herbes, décrit Aronnax. L'émotion emporte alors le scientifique, dont la prose encyclopédiste se trouve démunie pour décrire ce spectacle. Comment le rendre ? Comment peindre l'aspect de ces bois et de ces rochers dans ce milieu liquide ? Se demande-t-il. Se construit donc un univers d'images merveilleuses, similaire à la poésie baroque.
D'ailleurs, l'adjectif vient qualifier dans ce contexte une crainte étonnante mais significative d'Aronnax. En sortant du Nautilus pour rejoindre le site de cette Pompéi enfouie sous les eaux, Aronnax entend un grésillement au-dessus de sa tête. Il découvre qu'il pleut à la surface des flots. Et, dit-il, instinctivement, la pensée me vint que j'allais être trempé par l'eau au milieu de l'eau. Je ne pus m'empêcher de rire à cette idée baroque, commente-t-il avec perspicacité. Mais le passage le plus singulier, placé au début des aventures sous-marines d'Aronnax comme un signe des merveilles à venir, est la promenade en plaine, le titre annonçant ce renversement. Le ravissement emporte le professeur face à, je cite, « l'enchevêtrement de tons colorés, une véritable kaléidoscopie de vert, jaune, d'orange et de violet, d'indigo, de bleu, que la lumière décomposée par la réfraction fait naître, comparée à la palette d'un coloriste enragé. Le fond de la mer devient donc un paysage non plus maritime mais terrestre, par le biais des images et non de la réalité d'un enfouissement comme ci-dessus. Je cite, « Les anémones figuraient un parterre de fleurs. Les étoiles de mer constellaient le sable, où l'on retrouve l'association entre profondeur et ciel développée juste après, avec les troupes de physalie qui voguaient au-dessus de nos têtes et qui abritaient des rayons solaires de leur ombrelle opaline ou rose tendre. Les poissons-mouches volaient de branche en branche comme un essaim de colibris, tandis que les jaunes lépisacantes se levaient sous nos pas, semblables à une troupe de bécassines. » Si jusque-là les images jouent sur la poésie autant que sur le moyen de donner à voir l'inconnu par ce qui est habituel, les deux mondes finissent par devenir équivalents. Lorsque la surface se rapproche, elle devient le support d'une réflexion des images sous-marines. Je cite, « Je voyais alors notre image nettement reflétée se dessiner en sens inverse, et au-dessus de nous apparaissait une troupe identique, reproduisant nos mouvements et nos gestes, de tout point semblables, en un mot, à cela près qu'elle marchait la tête en bas et les pieds en l'air. » Le paragraphe suivant poursuit ce jeu de miroir pour mêler le ciel à la mer. Des nuages épais se formaient et s'évanouissaient, qui sont en réalité les vagues, et jusqu'à l'ombre des grands oiseaux qui passaient sur nos têtes dont je ne surprisse le rapide effleurement à la surface de la mer, et cette fois ce sont bien des oiseaux dans le ciel. Le coup de fusil de Nemo rapproche encore ces deux mondes, puisqu'il touche l'un d'entre eux depuis le fond de la mer. Se construit donc ici un rapport plus ample où les deux mondes se reflètent pour finir par se mêler. Or, Gérard Genette identifie le même procédé dans le poème Moïse sauvé. Je cite, « L'étendue marine n'est plus qu'un prodigieux principe de symétrie. » En effet, l'extrait qu'il arrête raconte le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Loin du texte biblique, le poète nous les montre cheminant sur le sentier, je cite, « de ce fond découvert, paré de sablons d'or et d'arbres de corail, qui, plantés tout de rang, forment comme une allée, étendue au travers d'une riche vallée. Là, le noble cheval bondit et prend haleine, où venait de souffler une baleine. Là passent à pied sec les bœufs et les moutons, où naguère flottaient les dauphins et les thons. Les deux mondes se côtoient prodigieusement. Les pierres précieuses font écho aux couleurs chatoyantes de la lumière lors de la promenade en plaine de Nemo et ses hôtes, lumière décuplée par certaines phosphorescentes produites par des myriades d'animalcules lumineux dans d'autres occurrences. Nulle crainte n'assaille les fuyards hébreux, malgré la poursuite des troupes de Pharaon,
Seul s'éveille l'enchantement, incarné dans un enfant qui va, vient, tourne, saute. De même, Jules Verne écarte toute forme d'angoisse durable. Les déplacements sous l'eau sont aisés, l'extase domine, et le vertige des profondeurs que les montagnes suscitent disparaît sur les montagnes de l'Atlantide. Dieu fait des miracles d'un côté, la science de l'autre, ou l'imagination. La symétrie entre les deux mondes va encore plus loin dans la fin du passage du poème. Et là, près des remparts que l'œil peut transpercer, les poissons ébahis le regardent passer. Où le réfère à l'exercite, c'est-à-dire l'armée. De même, plus haut, nous lisions qu'Aronnax se contemplait sur la surface de la mer. Et ce sont aussi les fenêtres du salon du Nautilus qui deviennent une sorte de miroir lorsqu'elles sont ouvertes sur les fonds marins. Des variétés de poissons passent sous les yeux admiratifs des prisonniers. Cette armée aquatique fit escorte au Nautilus, rivalisant de beauté, explique Aronnax, et c'est déjà un jeu qui s'établit entre le sous-marin, ses spectateurs et les poissons, chacun semblant s'émerveiller de l'autre, goûtant avec amusement cette rencontre exceptionnelle. Le scientifique note ainsi le plaisir qu'il a à surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Les vitres de cristal du Nautilus inversent ainsi la posture habituelle de l'aquarium. Ici, les prisonniers de Nemo sont à l'intérieur de l'aquarium et les poissons libres à l'extérieur. Les mondes se sont donc inversés. Or, Gérard Genette, prolongeant l'analyse du poème baroque, tire de cette symétrie l'interprétation vertigineuse propre à la sensibilité de cette époque. Je cite « L'envers vaut l'endroit, le monde est réversible ». Se profile le questionnement baroque qui devient vertige. Et si la vie n'était qu'un songe, pour paraphraser Calderon, célèbre point de départ du raisonnement du doute cartésien. Et si, dans 20 milieux sous les mers, Aronnax n'avait fait que rêver. On note que le début et la fin de l'aventure le voient évanoui et que la rêverie devant ces spectacles féeriques se répète. Une fois les panneaux de tôle refermés, l'enchanteresse vision disparue, explique-t-il, mais longtemps je rêvais encore. De même, lors de la chasse dans la forêt de l'île Crespo, le professeur est pris de somnolence. La découverte de l'Atlantide laisse Aronnax imaginer qui pourrait se cacher dans les pentes abruptes de ces montagnes. Il imagine des peuples de géants immortels issus des temps antédiluviens, au sens propre d'avant le déluge et la recréation du monde, et le narrateur de commenter « Pendant que je rêvais ainsi ». Le discours scientifique n'est donc ici plus qu'un prétexte à une rêverie de l'eau, pour citer Bachelard, où l'altérité angoissante est dissoute par la beauté des images, mêlant terre, ciel et mer. Les certitudes positivistes du XIXe siècle trouvent leurs limites et Jules Verne échappe à l'étiquette de vulgarisateur scientifique. S'il fallait une caution poétique, on pourrait évoquer Arthur Rimbaud, qui semble n'avoir pas été insensible à cet univers féerique dont on retrouve des traces dans Le bateau ivre. À un autre niveau, on peut se demander quelle parenté peut rapprocher cette période à l'époque baroque. Comme hypothèse, je suggérerais qu'il s'agit en fin de compte de deux temps de révolution qui ébranlent les conceptions du monde. Au XVIIe siècle, une révolution scientifique et cosmologique, comme Alexandre Croiret l'a bien analysé. Au XIXe siècle, des révolutions industrielles et scientifiques accélérées qui plus est. Or, comme le souligne Georges Canguilhem dans Connaissance de la vie, les renversements théoriques n'anéantissent pas les positionnements antérieurs. À
la fin de son essai « Le vivant et son milieu », il aborde cette ambivalence avec l'exemple de Pascal, penseur du XVIIe siècle, tentant dans Disproportion de l'homme, le passage sur les deux infinis, de concilier la nouvelle conception scientifique et l'antique vision cosmologique. De même, à la fin de La monstruosité et le monstrueux, il envisage les étranges aspirations des tératologues qui défient l'imagination. L'avancée scientifique ne ruine pas le socle imaginaire formaté par l'ancien modèle qui perdure et dont la littérature fait sa matière.